Julie, bienvenue. Enchantée. Enchantée, bienvenue au Laboratoire du cinéma. Tu es autrice, réalisatrice, designeuse. Oui. Tu as beaucoup travaillé en connexion avec l'art graphique et l'art animé, notamment dans ce très beau projet qui s'appelle Uramado, où on se balade, alors là c'est sous forme de livre, mais ça marche aussi en exposition. Oui. On se balade dans un décor où se cachent des tanuki qu'il faut retrouver. Et en les retrouvant, on se trouve soi-même, parce qu'on va découvrir à la fin quel animal se cache en nous. Exactement. J'ai découvert que j'étais un chien d'ombre. Très beau, c'est très beau. Enthousiaste et honnête, ça fait plaisir. C'est juste, c'est très juste. Merci. Voilà, et d'autres projets comme Fortune Teller. Voilà, tu voyages beaucoup, notamment avec tes projets. Et là, on va voyager, on va faire ensemble un yokai. Alors, je vais te proposer de faire ton autoportrait en yokai. Très bien. Voilà, je suis très curieux de voir ce que tu vas nous proposer. Ok. On y va ? Trop bien. Allez. Let's go. Voilà. Bienvenue dans le labo. Super. Je t'en prie, c'était Hop. Bon, écoute, si tu veux Trop bien. t'approprier l'espace. Ok. M'approprier l'espace. Alors, avec mon beau bordel. Ouais. Tu travailles beaucoup au feutre, alors c'est vrai. Enfin, Ouais, essentiellement. beaucoup au feutre, essentiellement. Depuis quand ? Depuis l'école d'art. Ok. J'avais testé, tu connais, en école d'art, on teste toujours plein de trucs. Ouais. On pense qu'on va tout utiliser et au final, on teste quelque chose et je suis restée dessus depuis 15 ans à peu près. Voilà, donc... Pourquoi le feutre alors ? Qu'est-ce qui te plaît dans le feutre parce que j'aime beaucoup la couleur. En fait, moi, je travaillais beaucoup en sérigraphie. Je ne sais pas si tu vois, la sérigraphie, c'est des petits ponts. Et c'est en fait des couches que tu mets les unes sur les autres. Et c'est vraiment des formes en fait, de couleurs. Et tu vas vraiment travailler par couche. D'accord. Et du coup, tu choisis tes couleurs comme ça. C'est vraiment un travail de couleur. Okay. Et j'aime beaucoup le feutre pour sa couleur très vive. Et en même temps, ça laisse beaucoup de transparence. Notamment, tu vas voir sur ton papier. C'est pour ça que je pense que je vais dégommer ton papier en 2 secondes. Ok. Et puis, mais, parce que du coup, dans le feutre, je trouve qu'il y a un côté un peu irréversible aussi. Ouais, c'est cash, quoi. Même quand tu poses ton truc, après, voilà, c'est fait. C'est pas comme avec le crayon ou même... Voilà, c'est très brut, c'est pas... Ouais. Tu vas pas par petites touches, quoi. C'est plutôt, tu y vas et franco. Okay. Et ça t'aide aussi, t'aimes bien cette idée de dire que c'est posé, c'est... Complètement, ouais. J'aime bien ce côté très, très franc du trait. C'est vrai que j'ai jamais réussi à, dessiner, faire crayon à papier, puis après tu repasses, et puis après tu repasses. Ouais. Non, moi c'est plutôt... j'y vais presque à la truelle, quoi. Okay. Mais bon, ça va pas à tout le monde. Bah non. Voilà. C'est ça qui est chouette, c'est que chacun ait sa manière. Exactement. Et du coup, il t'a fallu du temps, ou tu disais en école, ou c'est en fait dès la première année pratiquement, t'as trouvé ce médium et... Ouais, je dirais dès la... Non, je pense que quand même il m'a fallu 2-3 ans pour vraiment me dire que c'était la bonne technique. Mais je m'étonne encore aujourd'hui à y rester. Je suis ta première invitée à faire du feutre. Ouais. Avec plaisir. Ben, je vais voir ce qu'ont fait les autres, parce que du coup, il y en a eu combien là qui sont venus déjà ? Ah, il y a un petit une petite dizaine. Petite dizaine. C'est, voilà, tu vas nous faire un autoportrait en yokai. Donc le yokai, monstre japonais, qui a plein de formes différentes, mais qui est là pour un peu révéler des choses qui seraient peut-être un peu cachées, mais qu'on montre à l'extérieur et on s'en amuse, on grossit le trait, un peu comme une caricature. Ok. Mais puis voilà, moi je trouve que ça déconnexion aussi avec ton travail. Trop bien. Allez. Putain, j'ai l'impression d'être retour à l'école, quoi. Ouais. C'est bien, ça. Trop bien. Allez. Genre, j'y vais à la bonne franquette, quoi. Vas-y, tu te lances. Ok. Tu fais comme tu te ferais. Après, c'est pareil, il peut y avoir des brouillons, tu peux dire, oh, bon, ah oui, mais tu vas voir, ça va être des formes qui vont être quasiment abstraites. D'accord. Et tu vas voir, après, c'est un peu un jeu de puzzle, quoi. Allez. Ok. Et n'oublie pas l'aspect autoportrait. Ok. Contrainte, pas contrainte. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est de pouvoir parler en même temps. Ah oui. Très bien. Est-ce que tu arrives à parler en même temps que tu fais ? Ou c'est compliqué ? Non. Au contraire, je trouve que j'aime beaucoup parler en dessinant. Je trouve que c'est au contraire plus sincère. Je pense qu'il y a beaucoup d'automatisme de langage dans le face-à-face. Ouais. Qu'on dépasse par le fait de ne pas se regarder ou peut-être de faire un geste, en fait, tout simplement.
Vas-y, je t'en prie. Mais tu peux parler aussi. Hein, ouais, mais j'attends. Ah oui, vraiment, tu regardes. Ah bah oui, t'inquiète, j'adore. Moi, si je fais cette émission, c'est que ça me fascine encore. Ok, d'accord. Mais Ok, d'accord. Oui, moi, j'adore dessiner, mais j'adore aussi d'accord. voir des gens dessiner. Et je trouve que j'avais un père qui dessinait, enfin qui dessine toujours. D'accord. Et du coup, ouais, toi ça remonte à loin le dessin, justement? Alors, le dessin, je dirais que c'était pas mon premier amour. Ah, d'accord. Je pense que c'était plus l'écriture. Ok. Quand j'étais au lycée, je dirais peut-être à 13-14 ans, c'est un peu les âges où on essaye de développer une pratique. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus dans l'idée de faire des histoires, de les partager à des amis. Alors, on était plusieurs à s'écrire des histoires, à se les envoyer. Ouais. C'était un peu des petits délires de lycéens. Ouais, super. Et finalement, j'ai tenté Cagnes, Hippocagne, mais j'étais pris en école d'art, donc aux Arts Déco. C'était une chouette expérience, mais je pense qu'au début, c'était un peu douloureux dans le sens où je ne connaissais pas Photoshop, je ne connaissais pas les logiciels, donc je me cachais beaucoup à travers des carnets de dessin. C'est-à-dire que même pendant le concours, comme moi, je n'avais pas les codes, j'étais venue qu'avec des carnets de dessin, en fait. J'avais beaucoup dessiné, mais c'était que des carnets de dessin, en fait, que je montrais. Et je pense que justement, peut-être ce profil un peu différent leur a plu, j'imagine. Et petit à petit, au début, je voulais faire photo-vidéo aux Arts Déco. Et finalement, le fait que j'aimais bien raconter des histoires et dessiner en même temps, je suis allée en image imprimée. Donc, image imprimée, je ne sais pas si tu vois. C'est une section aux Arts Déco où on va travailler toutes les techniques de fabrication d'un livre. Donc ça peut être le dessin, la narration, le graphisme, la reliure, et notamment la sérigraphie et la gravure. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je sens que tu regardes quand même ce que je fais. Ah mais je regarde sans... de prof, je regarde, il n'y a aucun jugement dans mon regard. Là par contre, faut que tu sais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? C'est que de la fascination. Et qu'est-ce que je voulais dire un regard de prof, c'est quoi alors un regard de prof ? Mais un regard de prof, oui, c'est vouloir trouver quelque chose à dire. Voilà. Et oui, c'est particulier, être prof. Même moi, je me pose encore énormément de questions. Qu'est-ce qu'un bon prof Je pense que tant que tu te poseras la question, tu seras une bonne prof. Ouais. Non, c'est clair. Tu crois à savoir, c'est que tu sais plus déjà. Et puis... Non, et puis il y a aussi, c'est drôle aussi quand on est prof dans différentes écoles de voir qu'il y a vraiment des familles de création. C'est drôle de voir aussi des étudiants qui travaillent entre eux, donc qui travaillent en groupe, de voir que, voilà, il y a on retrouve en fait des patterns, des choses qu'on a dans notre milieu professionnel après, et on voit déjà les prémices à l'école. Mais après, voilà, je pense que je suis une éternelle étudiante. Est-ce que un bon prof, c'est pas justement ça ? Si, oui. C'est vrai que d'être avec des jeunes élèves qui ont d'autres codes, qui utilisent d'autres logiciels, qui utilisent d'autres supports de narration, d'autres formats aussi, des fois, je suis un peu... je suis encore à l'âge où je les trouve très éloignés et assez proches. Tu vois, il n'y a pas de déconnexion totale. Donc c'est presque le moment le plus agréable. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur apporte quand même ? En tant que professeur ? Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est légitime ? Et si oui, qu'est-ce que... Je pense les faire parler. Moi, j'ai toujours le sentiment que c'est dur de faire parler un élève. C'est-à-dire qu'il soit assez en confiance pour raconter des choses et essayer de comprendre ce qu'il veut faire. Je pense que tout est là, mais c'est juste que il faut les pousser à y aller. Des fois, ça peut être juste une technique, un outil, juste une... Oui, un décalage, des choses qu'on ne trouve pas. D'ailleurs, la technique au feutre, s'il n'y avait pas un prof qui m'avait dit « Ah, c'est vachement bien ça, vas-y, continue », je pense que je ne me serais pas arrêtée dessus. Oui, c'est-à-dire que tu testes plein de choses quand tu es étudiant, mais t'as pas forcément... tu sais pas forcément exactement ce qui peut marcher, et puis tu reproduis des choses que tu as déjà vues. C'est-à-dire qu'on copie beaucoup, enfin moi je sais que je copiais beaucoup. Et après, il faut réussir à trouver sa propre technique. Mais c'est pour ça que c'est bien ton processus, je trouve, cette proposition, c'est que c'est plus le... Tu disais quoi, le processus, le geste ?
Et c'est souvent ce que je dis à mes étudiants, c'est en fait on s'en fiche de est-ce que tu vas y arriver, mais parle pas trop et fais. Enfin, souvent, effectivement, tu peux avoir 20 minutes, une demi-heure avec un étudiant, mais et en fait, souvent ce que je leur demande, c'est de me montrer leur projet, mais toujours avec un petit prototype ou un petit dessin, de rester quand même dans l'image. Je pense qu'on est quand même des personnes de l'image, même si, bien sûr, on invente des histoires et on écrit, etc. Mais c'est un peu dommage quand même quand l'écriture prédomine tout le temps l'image, ou comme d'ailleurs les IA font beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup le mot. Les prompts, en fait. Voilà. Mais ouais, après, ça c'est vraiment des écoles différentes. Moi, je suis pour l'école. Moins il y a de moyens, plus c'est intéressant. Ah, bien sûr. Et finalement, est-ce que ça demande, mais est-ce que ça ne demande pas justement beaucoup d'expérience? D'expérience, ouais, peut-être. Donc là, par exemple, juste quand tu as fait ça, est-ce que tu avais une idée en tête? Ou est-ce que tu t'es laissé porter Ouais, pour moi, ça c'est la tête. D'accord. Donc je vais faire une forme de visage. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler en couches. Ouais. Donc ça rejoint un peu la technique de sérigraphie que je pratique avant. Okay. Donc en fait, je vais faire un visage en trois formes, quoi. Okay. Donc là, je vais peut-être faire ce que j'appelle un visage un peu plus petit. Parce que là, du coup, c'est l'autoportrait. Du coup, est-ce que c'est important pour un artiste de bien se connaître? Parce que l'autoportrait, c'est quand même un truc qu'on retrouve quand même beaucoup dans la création. Ouais. Enfin, en tout cas, dans la peinture, il y a eu quel peintre n'a pas fait son autoportrait? Donc, j'explore beaucoup tout ce qui est un peu fantastique, animiste. Donc je suis moins sur la figure humaine que sur... Si tu fais travailler le spectateur sur ce qu'il est, c'est que toi-même, tu as cheminé, mais peut-être que le fantastique ou même l'ésotérique, c'est aussi une manière comme s'explorer. Tu vois, je pense même au chamanisme et tout, c'est quand même des choses qui... tu vas à l'intérieur de toi. Oui, c'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est toujours un peu comment on se raconte et comment on se définit. Mais c'est que souvent, j'ai le sentiment que ceux qui font des documentaires... qui font un projet sur les autres, ils parlent plus d'eux, et à l'inverse, ceux qui vont faire un livre, même une autobiographie, ils vont plus parler des autres. Ah ouais. Tu vois. J'ai un peu, des fois, cette sensation-là. Okay. Et puis c'est toujours comment. C'est quoi la phrase? Partir de l'individuel pour toucher l'universel ou un truc comme ça. Hein. Voilà. J'ai le sentiment de la même chose. Parce que là, du coup, ce qui m'intéresse dans ton travail, c'est la tension qu'il y a entre la technologie, justement le digital, un certain nombre de techniques très contemporaines, et des choses comme ça très, très rudimentaires, dans le sens noble du terme, où voilà, papier-crayon, enfin pas crayon, papier-feutre. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, et je trouve que c'est ça un peu la beauté de cette pratique-là. Alors, c'est-à-dire que, en gros, pour la petite histoire, donc ma famille fait du cinéma. C'est-à-dire que ma mère est monteuse de cinéma. Okay. Mon frère est réalisateur-animateur. D'accord. Et mon autre frère est architecte. Donc, je pense que déjà, il y a eu depuis toute petite ce rapport au cinéma, à l'image en mouvement. Okay. Et en même temps, voilà, je pense que j'ai été toujours très, très attirée par tout ce qui était vraiment le livre. En fait, je pense que je me réfugiais beaucoup dans le livre. Okay. Mais en même temps, le livre, j'aimais bien qu'il soit un peu différent. Donc, beaucoup les livres à système, les livres dont vous êtes le héros. Okay. Les pop-up. Ouais, les pop-up, j'adorais ça. J'adore toujours ça. Les flipbooks. Les flipbooks, ouais, super. J'ai une petite collection de flipbooks chez moi. Voilà. Et je pense que très vite, quand il y a eu les premiers iPads, je ne sais pas si tu voyais à cette époque-là, c'était beaucoup... tu sais, il y avait des applications où tu pouvais faire ça avec ton doigt et tu faisais semblant de tourner une page. C'était vraiment les tout débuts. Okay. Et il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup des livres électroniques super bien. Et je pense que je me suis beaucoup intéressée à ça, à comment partir du livre, mais le mettre en mouvement. Okay. En fait, croiser le côté cinéma, jeux vidéo, livre. Okay. Et en même temps, toujours avoir une pratique très artisanale comme ça. Comme on touche à tout, on présuppose qu'on
on n'est pas très bon dans tout. je connais ça aussi. Ce que vrai. Non, non, mais c'est qu'en fait... on ne peut pas exceller. On ne peut pas exceller, ouais. Est-ce que c'est quand même pas très intéressant Voilà, et puis ça permet, je pense, de faire du proto. En fait, je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait de toucher un peu à tout pour prototyper. Tu veux qu'on fasse un petit repère à crayon? Ouais, vas-y. Ça, c'est on crée un papier qui m'a été offert par ma jeune fille au père, Youngmi. Magnifique. Qui a été la base de mon rapport à la création aussi. Ah oui? Ouais, une jeune fille au père qui est venue, t'imagines, garder 3 enfants. Elle avait 18 ans. Okay. Donc elle vient de Berlin. Elle vient à 18 ans et elle est jeune fille au père dans une famille avec une mère célibataire dans une banlieue parisienne à Fontenay-aux-Oranges et avec 3 gamins. Elle était géniale. Ah, super. Elle nous faisait plein de livres, elle nous faisait plein de sculptures en pâte à modeler. Et elle m'a vraiment appris à dessiner, à faire mes premiers livres quand j'étais toute petite. Super. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est commissaire d'expo dans une des plus grosses médiathèques universitaires de Berlin. Donc elle est très culture classique, donc elle est spécialisée dans la... Je sais pas, 18e siècle, je sais pas quel siècle. Ouais. Mais ouais, et par contre, elle a des incunables, elle a toute la collection des frères Grimm. Enfin, elle est vraiment... Ouais. Mais c'est pour ça que les rencontres, ça, tu peux pas vraiment le déterminer. Enfin, et je pense que quand t'es enfant, moi, j'avais le sentiment d'essayer vachement de chercher des figures autres que les parents. Ouais. Et voilà, c'est tombé sur elle. Mais, et d'ailleurs, je pense que je cherche encore énormément à lui plaire. À correspondre toujours à ses codes. Donc c'est pour ça que je fais toujours beaucoup d'artisanal, tu vois, je pourrais pas partir complètement dans le numérique parce que je pense que ça lui parlerait pas. Tu vois, elle est très classique. Ouais. C'est bon, les mentors. Et là, on a fait une expo d'ailleurs à Berlin, donc elle a pu venir et je pense qu'elle elle a pu un peu rentrer dans mon univers, mais tu vois, elle vient à l'expo et elle sait pas télécharger l'appli sans son téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Elle trouve pas son code. Voilà. Mais je lui dis, c'est pas grave, t'as pas besoin. C'est plus une jeune fille au père maintenant. Ouais, mais pourtant, elle est pas plus âgée que moi. Elle a 20 ans plus que moi, 22. Mais oui. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de la couleur là? Parce que là, je te vois faire des tests. On dirait que tu essaies de voir les couleurs qui vont ensemble. Je vais plus vite, t'inquiète pas. Non. Ouais, parce que j'ai eu des phases extrêmement pop, je pense, des phases plus tranquilles. Ouais, j'aime beaucoup la couleur, même si je trouve que c'est assez dur à maîtriser. Mais oui. Et alors justement, pour nos spectateurs qui ont envie de comprendre et d'avancer, c'est assez compliqué. Donc la couleur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens qui ont envie de faire de la couleur mais qui ont peur? Parce que justement, regarde, quand tu vois, je sais pas, là on a déjà presque une trentaine de nuances. Par quoi il faut commencer? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais pour travailler sur la couleur? Moi, je conseillerais d'aller voir les designers de mode. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis très... je sais pas si tu vois Issey Miyake, qui est un designer de mode japonais il peut faire des vêtements où tu vas avoir une trentaine de teintes, ce qui est quand même compliqué même à porter. Hein. Voilà. Mais il y arrive. Donc, c'est-à-dire que c'est... voilà, je pense qu'on peut réussir à faire cohabiter beaucoup de couleurs entre elles. Okay. Après, ce que je trouve assez beau, c'est que la couleur, en fait, elle est très... comment dire? On a beaucoup de clichés sur les couleurs. Okay. C'est-à-dire qu'on va avoir la couleur qui est liée à la tristesse, à la joie, voilà. Alors que, voilà, je pense que... D'ailleurs, au Japon, ils ont carrément une gamme de couleurs pour après la pluie. Enfin, en fait, il y a plein de théories sur la couleur que je trouve fascinantes. Mais voilà, je trouve que c'est assez chouette de pouvoir les explorer. Et c'est vrai que les designers de mode, ils peuvent avoir peut-être des façons de voir la couleur plus en mouvement. Et je trouve ça intéressant pour des personnes qui sont pas forcément du même domaine, de pouvoir le travailler aussi. Donc c'est un peu ce que je conseillerais, Et après, peut-être donc ça c'est peut-être plutôt pour l'exploration, enfin en tout cas pour le travail de recherche. Et après, concrètement,
Bah, concrètement, je dirais quand on a peu de temps, il vaut mieux faire 3 couleurs. Ok. 3 couleurs pour aller au plus vite. Et puis, moi, je dirais de ne pas hésiter à aller dans le côté cash, enfin, c'est-à-dire de même se faire un peu peur, de tester en tout petit, puis après d'agrandir. Ouais. Souvent, ça marche mieux quand c'est en tout petit, je trouve. Et petit à petit, voilà, tu augmentes. Ouais, un peu comme les color scripts Disney ou de Pixar. C'est ça. Exactement, ouais. Je crois qu'il y en a des magnifiques. Ouais. Même Mulan, je sais pas, ils ont fait des... Soit à la gouache, des mini peintures comme ça, tu vois. Et c'est magnifique, tu vois. Et c'est vrai que c'est... Oui, le fait de soit tout petit comme ça... Ah ouais, moi j'ai toujours eu le sentiment, tu sais, quand tu veux faire une image, tu le fais en tout petit. Et après, tu as juste à agrandir. Et tu reprends exactement les mêmes proportions. D'accord. C'est beaucoup plus simple. Mais voilà, le changement d'échelle est plus complexe. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi quand je travaille à la fois en artisanal et en numérique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler des échelles, des proportions très différentes. Quand tu travailles effectivement la projection, tu peux remplir toute une salle, faire du 360, etc. Alors que l'artisanal, quand je travaille mes livres, mes petits pliages, on est vraiment sur du... tout petit, quoi. Mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, quand tu dis changement d'échelle, il y a aussi le changement d'échelle entre une fresque, notamment. Tu vas pouvoir faire... tu travailles dans la ville aussi. Ouais. Fresque murale. Et ouais, comme tu dis... un livre ou un... Ouais, et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait de passer du minuscule, du microscopique à quelque chose de beaucoup plus grand. J'aime pas ces feutres-là, tu vois. C'est un peu les feutres mystères. C'est la fin. Et est-ce qu'il y aura pas un côté aussi cosmogonique, cosmologique ? Cosmogonique, ouais. Dans ce truc-là, j'étais du petit, enfin de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ah, tiens, je l'avais jamais perçu comme ça. Ce que je ressentais un peu dans les... Seulement, c'était des grandes pages que tu as avec les étoiles, les machins, il y a un côté un peu... Ouais, complètement. Je pense. Toi, justement, tout cet aspect-là un peu spirituel, comment on peut expliquer, oui, comment ça t'accompagne au quotidien Est-ce que tu as... Alors, c'est vrai que le mot spirituel, il est assez particulier. Je pense qu'on n'a pas la même définition selon, je pense, les cultures. Ouais. Après, quand je dis spirituel, c'est l'idée d'un peu de autre chose que le purement rationnel. Ouais, oui, non, mais je vois très bien. Ici, là. Le ici, là. Oui. Ici, maintenant. Complètement. En fait, je pense que le spirituel, c'est plutôt sur... c'est pas forcément qu'est-ce que tu vas croire, c'est plutôt quel va être le jugement que tu vas mettre sur les choses. Et alors après, bon, bien sûr, ça joue quand même avec des choses de l'histoire quand même. C'est-à-dire que moi, mon père est d'origine cambodgienne. D'accord. Et c'est vrai que lui, et ma mère vient de Hong Kong. D'accord. Et elle a d'autres origines en Asie. Okay. Mais c'est vrai que c'est des cultures où je pense qu'ils ont beaucoup d'automatismes. C'est pas vraiment des religions, mais c'est... par exemple, ils vont avoir une habitude de prier des esprits, mais c'est... je pense pas que ce soit lié à une religion, c'est plus des automatismes de... voilà, au Cambodge, je sais pas, t'es au bord de la route, tu vas à un moment t'arrêter à un temple pour prier le dieu de la route, je pense, le dieu de la route. Mais voilà, c'est ancré dans leur quotidien. Et je pense qu'il y a beaucoup l'idée des ancêtres, l'idée d'appartenir à un monde en équilibre, comme ça, avec du visible, du non-visible. C'est pas vraiment défini ou commenté comme quelque chose de mystique. Je pense qu'il n'y a pas ce sentiment-là. Mais si tu y mets un jugement ou une interprétation qui peut, toi, être bénéfique, autant y aller. Enfin, je le vois un peu comme ça. Quand tu dis jugement, du coup, c'est... Un jugement, c'est-à-dire que tu as un ancêtre qui te protège, ou que si tu fais ça, c'est bien, ou que...
tu peux, quand il va se passer des choses dans ta vie, tu peux y voir une interprétation soit bénéfique, soit mauvaise. Mais je pense que la vie, ça se résume à ça. C'est un peu comment tu crées des ponts, des liens entre différentes choses qui t'arrivent et est-ce que t'en tires un bon parti ou pas. Et c'est pour ça qu'en fait, dans, par exemple, le projet que j'ai, la Fortune Teller, il ne s'agit pas tant de faire un projet mystique sur la divination, c'est même pas du tout ça. C'est plus, en fait, comment on interprète des messages. C'est plus... en fait, notre cerveau est une machine à interprétation. Et que tu le veuilles ou non, tu as un message. Et c'est ça qui adorait les gens qui... Je sais pas si tu vois le mouvement de l'Oulipo. Ouais, ils ont énormément travaillé sur tout ce qui était les jeux de cartes, tout ce qui était combinatoire, système aléatoire, le hasard, etc. Parce qu'en fait, tout fait sens tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un message, mais on a notre propre histoire, notre propre expérience. Et en fait, c'est le pont d'interprétation entre les deux qui vont créer une forme de narration. Et c'est ça, en fait, la vraie histoire en fait de Fortune Teller, c'est à quoi tu vas penser là maintenant tout de suite, tu vois. Et je peux te faire la même chose si je te tire un tarot ou si je te c'est n'importe quel jeu de cartes avec des symboles. Je vais te sortir 3 symboles, tu vas pouvoir faire un lien entre les symboles et faire une petite histoire. Un peu c'était dans le milieu du cinéma, on est fait pour faire ça, quoi. C'était quoi tes premiers écrits, le premier écrit duquel tu as été satisfaite? C'était une histoire sur des couleurs qui pouvaient se voir qu'à certaines conditions. Par exemple, tu as une couleur que tu peux voir que si tu es à ton 3e pas, ou une autre couleur que tu peux voir que s'il vient de pleuvoir, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est un peu des petits contes que j'écrivais beaucoup quand j'étais au lycée, je pense. Et après, bien sûr, comme tout rêve, en école d'art, tu veux publier ton livre d'illustration. Mais très vite, j'ai senti que le monde de l'édition ne m'allait pas. D'accord. Donc j'ai un peu bifurqué. Mais voilà, mais pas tant que ça. Oui, il y a quand même des livres qui sortent de ça. Mais voilà, pendant le confinement, je me suis attelée à l'écriture d'un roman qui a été douloureux, mais je suis quand même allée au bout. Mais voilà, il y a quand même cette idée que la forme classique ne me convient pas. C'est-à-dire que j'aime beaucoup explorer l'idée de système narratif un peu rigolo, de mêler le jeu à la narration. Voilà, dans Ouramado, il y a un peu ça, mais dans La Pluie à midi, c'était beaucoup La Pluie à midi, c'est une application que j'ai faite. C'est une application où le monde change en fonction de la météo en temps réel, de là où tu es, le moment de la journée, si c'est la nuit, si c'est le jour. En fait, de croiser des univers graphiques ou narratifs en fonction de paramètres en temps réel, je trouve que c'est assez intéressant. Et en fait, c'est jouer sur des petits codes où on va trouver des systèmes de narration un peu innovants. Et déjà, quand j'écrivais des histoires, c'était beaucoup d'histoires à concept. Je me rends compte que c'est ça qui me plaisait le plus, en fait. Et je pense que oui, l'écriture, c'est mon premier... c'est là où je suis le plus à l'aise. Je peux passer des jours en vacances sans dessiner. Par contre, ce serait difficile pour moi de ne pas écrire. Ah, c'est chouette. Voilà. Alors, justement, j'ai l'impression que, moi qui aussi aime explorer les disciplines et tout, mais c'est vrai que tu vois, le film, je reviens toujours au film, quoi. Quel que soit le projet, ça peut partir. Parce que tu vois, des années de toys, enfin, plein de trucs différents. Mais parce qu'il y a toujours un moment où ça revient. C'est que c'est ta pratique, en fait. C'est que c'est ton médium de cœur, quoi, où tu es le plus à l'aise. Mais le cinéma, c'est assez intéressant. Et puis c'est toujours tout le temps en grand mouvement, quoi. Alors, je vais te mettre la première page. T'étais comment comme enfant? Comme enfant? Oula. Je pense que j'étais un enfant assez... quand même assez complexé. Moi, j'ai quand même un peu un souvenir de ça. Je débordais pas de confiance en moi jusqu'à mes... c'est vraiment au lycée, je pense que j'ai fait ma mutation. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était très artisanal. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup faire
des arbres en perles, du dessin, des petits livres reliés à la main, des choses comme ça. Ça, c'est quel âge après? Ça commence à quel âge? Oh, ça commence tôt, ça commence à 5-6 ans, je pense. Ouais, par là. 5-6 ans, mais je dirais que oui, jusqu'à mes 14-15 ans, c'était pas, ça débordait pas de confiance, quoi. D'accord. Et puis après, c'est petit à petit que c'est venu. D'accord. Surtout le lycée, ouais. Le lycée, il y a vraiment eu un... Donc moi, je suis allée en lycée art plastique. D'accord. Donc je pense que là, ouais, j'ai vraiment commencé à aimer ça, quoi. Et comment vous expliquerez à la fois le fait de ne pas avoir été à l'aise et ensuite d'avoir été à l'aise? C'est quoi les choses qui t'empêchaient d'être à l'aise et qu'est-ce qui t'a permis d'être à l'aise? Enfin, à l'aise, je veux dire. Je pense que c'est à la fois le côté très physique, enfin le corps, quoi. C'est-à-dire que quand tu te sens pas très à l'aise dans ton corps, et puis après tu te sens beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que moi je suis très grande, je sais pas si tu as remarqué. Je suis assez grande, donc je pense que j'avais un peu du mal avec ce côté très voyant. Je me rabaissais tout le temps. J'étais voilà, exactement. C'était compliqué. Après, bon, c'est vrai que donc j'ai fait un peu des photos, des choses liées. Comme je suis très grande, effectivement, il y a un peu de... C'est pas du mannequinat, parce que je suis pas allée non plus... mais très vite, je pense que je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de sortie à ce projet-là. Mais ça m'a aidée, je pense, quand même à me sentir mieux. Et après, il y a, je pense, oui, il y a plein de choses. Il y a à la fois l'aspect... je pense quand tu es ado, des fois, tu as du mal aussi avec tes origines, avec ce que tu représentes aussi pour les autres. Et puis petit à petit, tu l'acceptes plus et tu as plus les armes, je pense, pour l'accepter. Et puis il y a aussi de trouver aussi ce qu'on veut vraiment faire. Je pense que... je trouve que c'est très, très satisfaisant quand on se sent, on sait qu'on a envie de faire ça et qu'on trouve des gens qui sont un peu comme nous. Ça, c'est très agréable. Mais ouais, ça, je pense qu'il y a vraiment eu une mutation au lycée. Le fait et puis après, le fait de tenter les écoles d'art et d'être à Paris. Ouais. Ça, c'est un peu les rêves de gosse, mais quand on est à Paris, je trouve que c'est... Tu viens à Paris? Non, alors moi, je suis née dans le sud de la France et j'étais en banlieue, donc à Fontenay-aux-Roses. Et c'est vrai que d'avoir vécu tout ça, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec des gens de banlieue ou les gens de Paris. Enfin, je me sens appartenir aux deux et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec l'Île-de-France en général. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je trouve que même au niveau des ateliers, souvent, on va avoir des ateliers très intéressants. À Créteil, je ne suis pas trop allée, mais dans le 93, là, je fais un projet avec une IME. C'est-à-dire que là, je sors de ma zone de confort totale. C'est-à-dire que j'ai refusé... Enfin, je n'ai pas fait beaucoup de social. Enfin, si j'en ai fait, mais je n'allais pas jusque-là. Et je pense que maintenant que je fais beaucoup d'artistique et tout, je trouve ça intéressant quand même de tester d'autres choses. C'est-à-dire, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment mêler le social et l'artistique, mais que ce soit pas cantonné à ces lieux-là et que vraiment on les amène dans les musées. Et moi, je pense que c'est un peu le chemin que j'explore aujourd'hui. Déjà avoir une pratique, je trouve que déjà c'est beaucoup. Avoir une pratique au quotidien où c'est ton refuge, c'est ton moyen d'expression, c'est déjà beaucoup. Moi, je connais beaucoup de gens qui déjà galèrent à... Tu sais, des fois, tu vas avoir, je sais pas si tu as des amis comme ça, je veux absolument faire une BD, je la fais jamais, mais c'est l'idée de la BD, tu vois. Mais en fait, avant l'idée de la BD, il y a juste, est-ce que tu aimes dessiner? Est-ce que ça te fait du bien? Enfin, est-ce que tu peux te poser, dessiner ou écrire? Et je pense que c'est cette pression d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça que quand je t'ai parlé, je partage la même vision. C'est que je pense qu'il faut casser la finalité. Faire sans finalité, c'est vraiment une vraie liberté. Et Pablo l'a beaucoup, mais c'est pour ça qu'il se fait avoir beaucoup. C'est qu'il est très libre et il ne pense pas forcément au format, mais en même temps, c'est sa plus grande force. Moi, je vais beaucoup plus penser au format et en même temps, je vais de plus en plus essayer de forcer ce geste
C'est-à-dire que par exemple, moi maintenant, le soir, j'essaye, voilà, je suis crevée après avoir couché le petit, t'imagines, à 20h, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Mais je vais essayer de me forcer pendant 1 heure à juste dessiner, mais dessiner sans but. Sans but. Et même, j'irai plus loin, j'essaie même de me filmer pour le montrer sur les réseaux. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment une réflexion que j'ai eue sur comment se montrer. C'est-à-dire que comme n'importe qui, j'avais tendance à faire des vidéos montées de « j'ai fait ça et c'est tout bien, tout fini ». Et je pense que de plus en plus, j'essaie de montrer juste des couleurs qui se posent, comme ce qu'on fait là. On discute, on papote, on fait. Mais je pense que c'est une façon de désacraliser ce moment et en même temps de le rendre au cœur de tout et assez honnête. C'est-à-dire que je pense qu'on peut boire un verre en dessinant. Voilà, on peut faire revenir la création sans pression, mais juste on fait, on aime la couleur, on aime dessiner, on aime faire de la musique. Enfin, quand on est gamin, on le voit. Enfin, toi, t'as des enfants, ils font plein de trucs artistiques, quoi. Ils adorent la musique, ils adorent danser, ils adorent chanter, et puis dessiner. Et puis on peut vachement apprendre d'eux parce que justement, c'est avec mon fils, souvent, je faisais des tests, mais moi justement, je me permettais pas de faire un truc. Et lui, je lui ai filé aussi des tests, comme ça, ils ont peigné ensemble. Et il a fait ce qu'il voulait. Je fais, mais en fait, c'est pas con, t'as mis du noir, du rouge. Il m'a fait des propositions en fait, que j'aurais jamais pensé faire parce que justement, j'avais déjà les carcans de ah oui, ça va pas ensemble, ça c'est trop, tu vois. Alors il a fait à sa manière, mais en fait, j'ai pu réintégrer ça dans ce que j'avais pas. Ouais, et puis t'as aimé, quoi. Mais c'est ça qui est assez, comment dire, qui est assez beau, et c'est à la fois d'être en contact avec des enfants, des contacts avec des étudiants, c'est voir quand même que ce domaine-là, il est un éternel émerveillement et apprentissage. Et en même temps, je trouve que c'est, quand tu disais, tu vois, tu faisais le lien avec l'argent, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire comment une pratique qui peut être prise comme une passion, un hobby, enfin, tu vois, comment en faire une pratique qui ramène de l'argent, qui te fait vivre. Donc, il y a plein de stratégies possibles, voilà, mais chacun va essayer de trouver cette stratégie-là, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Alors, attends, on va mettre comme ça. Il faudrait que je fasse une transition. Justement, je vais peut-être utiliser celui-là, c'est drôle. Je l'ai dessiné juste en mode à l'arrache. Oui, c'est ça, c'est ça. J'aurais dû m'impliquer un peu plus. Mais non, c'est comme ça. On jette les trucs, on les... Go with the flow. Go with the flow. Bon, voilà, à peu près. Hein. Super. Ouais, bon, ok. Ça fait penser un peu égyptienne. Tu sais, j'adore les tresses comme ça. Ouais, carrément. Ça me fait penser à ça. Tu vas beaucoup toi-même dans les expos, les musées, tout ça? Ouais. Mais là, je suis allée à la Fondation Cartier. Là. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. C'est genre quoi? Ça s'appelle l'exposition générale et il y a tout. Il y a un peu de tout ce qu'ils ont fait. Mais il y a des œuvres que j'avais beaucoup aimées, parce qu'avant, la Fondation Cartier était juste à côté de là où j'habite. Et notamment, je me rappellerai toujours d'une vidéo, justement quand on parlait du cross-média et d'aller dans le numérique et tout. C'est une vidéo quand même, c'est comme un film de cinéma, sauf que c'est fait avec, je sais pas comment on dit ça, un Real Engine, tu sais ça. Un Real Engine. Ouais, voilà, de GTA quoi. Voilà. Sauf qu'il a pris ça, un moteur de jeu quoi, un moteur de jeu. Il a pris ça pour faire un film. Donc t'entends une voix off, et ça donne un côté mais complètement trop bizarre quoi. Mais assez profond. Ouais, je saurais pas l'expliquer, mais et c'est ça que j'aime, je pense, c'est le côté, tu prends un support qui n'a rien à voir, tu vas le mêler à des codes d'un autre domaine, ça va créer quelque chose qui est assez particulier. C'est vachement intéressant. Mais on parle beaucoup de jeux vidéo parce que j'ai l'impression que ton jeu, tu fais beaucoup de, ça c'est quand même très connexe avec le jeu vidéo comme ton travail. En tout cas, dans le travail de scénarisation. Pourtant, je suis pas une grande gameuse. Je suis pas une gameuse. Par contre, mon mec, oui. Et je pense que quand il joue, je me mets toujours un peu à côté de lui pour regarder. Et il a joué à des jeux genre Limbo, des jeux super dark, machin. Et moi, je me posais, je regardais. Limbo, il est ouf. Il est incroyable.
Là, on est vraiment sur du... Est-ce que c'est du cinéma? Je trouve. On n'est pas loin, quoi. Et c'est intéressant, voilà, de pouvoir voir un peu d'autres domaines, d'autres professions qui paraissent assez éloignées, mais qui ne le sont pas tant que ça, finalement. Parce qu'il y a du dessin, il y a de la narration, il y a du jeu, c'est très participatif. Donc on peut pas mal apprendre de ces... Bien sûr. Et qu'est-ce qui serait fondamental dans tous ces... Tu vois, dans les différents domaines connexes dans lesquels tu travailles, qu'est-ce qui est le dénominateur commun? Toutes ces dans pratiques. tout ça C'est l'écriture, justement? Ouais, je dirais la narration. Oui. C'est-à-dire que... qu'est-ce qui relie le cinéma, le jeu vidéo, le livre, le jeu de plateau? Je pense que c'est beaucoup la narration, quand même. Comment tu te ressources? Enfin, c'est quoi, en général, déjà, est-ce qu'il faut un mood spécial pour pouvoir créer ou pas? Ou de toute façon... Enfin, je sais pas. Ouais, je pense... oui. Je pense quand même du temps. Hein. À la fois du temps et en même temps, tu vois, c'est drôle parce que je trouve que quand j'ai eu Pedro, justement, mon temps était tellement réduit que finalement, je me suis dit, tout le temps que je sais pas ce que je faisais en fait avant. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé à canaliser les trucs, à dire, ok, là, je fais ça. J'ai 1 heure, j'ai 2 heures. Voilà. Et surtout qu'en plus, moi, je pense que j'avais vraiment un côté, je me dispersais énormément, quoi. C'est-à-dire que je pense que le fait d'aimer faire plein de choses, quand je te dis que je pouvais passer à la Villa Kujama, c'était ça. J'ai passé 3 semaines à prototyper, à faire des trucs avec du papier. J'ouvrais un livre de pliage, je me disais, tiens, ça c'est intéressant, je faisais. Et puis je m'arrête pas, tu vois. Je continue. Et en fait, j'ai un truc, tu peux continuer tout le temps, en fait. Et tiens, ça te fait penser à ça ou à ça. À un moment, il faut que tu arrêtes et tu dises, ok, qu'est-ce que je sélectionne, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que sinon, c'est éternel. C'est une phase de recherche qui est éternelle. Pareil avec le dessin. Si je me dis pas, pour tel projet, j'ai 2 semaines de dessin et j'arrête, je peux continuer là, tu vois. Tu me laisses là faire ça, je continue, hein, je suis bien. Mais voilà, il faut que j'arrive à m'arrêter, je pense que c'est ça. Et c'est ça le plus difficile, clairement. Mais, Et tu parles aussi du coup de choix. Qu'est-ce qui t'aide à faire les choix? Entre les soins, parce qu'en plus, c'est multiplié avec le digital. Ouais, ça c'est pas simple. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a envie de tester tellement de choses. Là, on veut tester plein de choses, on veut se former. Je pense que c'est une certaine... tu vois, je suis pas sûre que si, à un moment, on pose souvent ces questions dans des soirées, si on te donnait... si tu n'avais plus à penser à l'argent, si on te donnait 1 million d'euros tous les ans, voilà. Mais en fait, je suis pas sûre que je me le souhaiterais. C'est-à-dire que je pense quand même que le besoin d'en vivre, c'est aussi une carotte qui fait que on part pas dans tous les sens. Voilà. Super. Petite transition. Ça marche ou pas? Moi, je suis pas animatrice, hein, donc... Justement, on va découvrir. Hein, ça va... Trop bien. Du coup, ce serait 1, 2, que je sache pour moi après. Et puis après, ça part en couille, quoi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que quand je te disais le côté combinatoire, c'est que tu peux faire ça, ça, ça peut marcher. Tout peut marcher, en fait, techniquement, tu vois. Et en fait, du coup, c'est le système de variation qui... Hop. Alors, voilà. Super expérience.
Merci. Ouais, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Ouais. Bah, moi aussi, je trouve que c'était super. De pouvoir travailler avec en plus ton médium de prédilection, et en même temps en rentrant justement dans la contrainte. Mhm. Oui. Du coup, en général, ce moment-là, on en profite pour essayer de parler de ce qui nous intéresse un peu au laboratoire du cinéma, c'est la connexion création-transmission. Mhm. On en a déjà pas mal parlé pendant l'expérience, mais si on mettait un peu à plat, toi, comment tu fais la jonction entre la création et la transmission, sachant que tu crées et que tu transmets aussi, et que même dans ton travail, c'est très connexe, vu que dans tes expositions, dans ton travail d'atelier, il y a toujours cette interaction avec le public, et peut-être même pas de la co-création quand même, mais tu les impliques quand même beaucoup dans ton processus. Oui, oui. Je pense que c'est exactement comme ça que je conçois les projets, c'est-à-dire que même si c'est des expositions, je pense en même temps que l'exposition aux ateliers. C'est-à-dire que je trouve qu'une exposition, elle marche bien quand en plus on peut proposer au public de faire quelque chose, de reproduire en fait l'exposition en miniature et de pouvoir l'emporter avec soi. Et c'est pour ça que tous mes projets finalement où je déploie un univers ou un dispositif narratif, j'essaye de faire qu'il prend sens aussi en atelier. Donc c'est des ateliers pour la famille, mais ça peut être pas que pour les enfants, ça peut être aussi pour les adultes. Voilà. Et aussi ce que je trouve très intéressant, c'est que on peut maintenant créer des dispositifs où de plus en plus j'intègre la création des spectateurs dans le projet. C'est-à-dire que pour moi, s'approprier un travail, s'approprier une œuvre, c'est aussi quand on peut agir dessus. Enfin, c'est chouette, tu nous as bien parlé, cet échange entre, d'un coup, la jeune fille au père qui t'a transmis même ce premier outil de crayon, et en même temps des outils pour t'aider, l'école où tu as même ensuite enseigné. Est-ce que comment tu perçois l'avenir? Toi qui travailles sur Fortune Teller, qui travaille avec des outils du futur, qui est toujours un peu à la pointe. Enfin, j'ai l'impression que en tout cas tu fais une grande veille technologique, j'ai l'impression, pour être toujours un peu. Ça a l'air très sensible à tout ça en tout cas. Comment alors je sais qu'aujourd'hui ça c'est plus que jamais, c'est compliqué de deviner l'avenir, mais qu'est-ce que tu devines, toi, sur le terrain, en tout cas, de la création et de la transmission aussi, mais de ce qui nous anime, comment tu vois un peu les choses se dessiner? Après, voilà, c'est un oracle, hein, mais c'est juste... Oui, je toi, en tout cas, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que pour toi, en tout cas, qui te... C'est vrai que pour moi, c'est... Alors, je pense qu'il y a 10 ans, j'étais dans un cycle qui était... on parlait beaucoup de papier numérique et moi j'étais beaucoup là-dedans, c'est-à-dire de parler de ça, quand on allait... papier numérique. Papier numérique, c'était un peu les oppositions entre les deux, c'est-à-dire quand on allait au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, et nous on était une maison d'édition papier numérique, c'est-à-dire qu'on faisait à la fois des livres tangibles, des choses très tangibles, et en même temps on faisait des choses numériques, donc des applications, de la réalité augmentée. Et nous justement, on arrivait bien à définir qu'on était des créateurs qui venions du papier. Moi, je viens du livre, vraiment, c'est l'objet livre, c'est la narration qui prime. Après, les supports technologiques, d'un certain côté, on peut très bien dire que le papier et l'imprimerie, c'est une techno déjà en soi. C'est juste une façon de le percevoir. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu déjà beaucoup de révolutions. Donc, on a testé, par exemple, la VR avec Pablo. C'est un support qu'on a trouvé intéressant, mais qui ne nous a pas complètement... on n'est pas rentré dedans comme on est rentré dans la réalité augmentée. Voilà. Comment rentrer dedans. Voilà, exactement. On n'est pas rentré dedans pleinement. Et là, effectivement, on est dans l'ère des IA, quoi, complètement. Ça rejoint un petit peu la réflexion que j'avais, c'est-à-dire que je pense que les IA, en fait, c'est là depuis très très longtemps. On l'utilise déjà bien plus que ce qu'on croit contrôler. Par contre, je trouve que ça va mettre en valeur une forme de geste. C'est pour ça que je trouve que le processus et la façon même de faire l'interview, elle est très intéressante. C'est qu'on va chercher, je pense, du palpable et du charnel, du geste, du bruit, des choses qui sont très sensorielles,
en même temps que les IA vont monter. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois Enfin, moi, je le ressens comme ça, même dans mes clients ou dans mes projets. Je vais tenter, en tout cas, à la fois de me nourrir de ce que la techno peut offrir en termes de poésie, d'imaginaire, mais je vais de plus en plus, je pense, revenir à quelque chose de très artisanal pour montrer finalement que ça peut être lié et qu'une chose va mettre en valeur l'autre. Et que je crois que maintenant, les gens, ça peut les soulager et ça peut être agréable de voir quelqu'un juste dessiner, ou juste écrire, ou juste que le temps peut s'étirer en tout cas. Il y a peut-être une notion temporelle qui m'intrigue de plus en plus aujourd'hui. Donc je suis à la fois confiante sur cette valorisation du geste, de l'artistique par le faire, et en même temps, c'est sûr que d'un point de vue économique et la situation politique, je pense qu'elle est, elle est un peu... elle est ce qu'elle est. Je sens bien déjà que depuis quelques années, ça a changé. Mais voilà, je reste très très optimiste parce que du moment que je peux continuer à m'amuser, à rencontrer les bonnes personnes, à suivre mon instinct et à naviguer comme ça, je pense qu'il y a encore de belles choses à découvrir. Ouais. On a évoqué un petit peu la question des rêves. Alors, est-ce que tu rêves, mais déjà, est-ce que tu rêves la nuit? Est-ce que tu as des rêves? Ah oui, ouais. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Est-ce que ça a une part importante? Parce que je trouve qu'il y a quand même... Moi, au Ramado, pour moi, c'est un rêve. Enfin, oui. Est-ce que les rêves ont une part importante dans ta vie? Ou pas, c'est pas... Oui. Mais c'est ce qu'on disait, en fait. C'est que... D'ailleurs, ça s'appelle le réveil de Tanuki, t'as bien raison. Je pense que j'aime bien cette histoire parce qu'il y a un côté... En fait, on est dans une illusion, quoi. Caverne de Platon. Non, mais oui, en fait, on n'est pas ce qu'on croit être et c'est assez illusoire. Alors moi, je me souviens un peu de mes rêves, mais très vaguement. J'ai des périodes où je me rappelle plus. Et après, c'est ce que je racontais pendant l'interview, c'est que contrairement à mes amis, j'ai pas une très grande capacité de rêve pour moi-même. C'est-à-dire que je me vois pas beaucoup à la troisième personne. Je me vois rarement, en fait, faire ça. Par exemple, je sais pas comment on appelle ça, la visualisation, c'est ça? La visualisation, le fait de voir ce qu'on veut qu'il se passe. Je suis une catastrophe, quoi. Je le fais rarement. Après, ça rejoint quelque chose auquel je crois. C'est Toni Morrison qui a décrypté la master narrative. Elle explique en fait qu'on est complètement soumis en fait à des grands canons narratifs qui viennent du conte, de toutes les histoires qu'on a vues, toutes les séries, les pubs. On est complètement soumis à ça et que même nos rêves ne nous appartiennent pas. Et moi, je me surprends beaucoup des fois à rêver de choses et à me demander est-ce que vraiment c'est ce que je veux. Des fois, je rêve, comme Instagram, c'est fatal pour ça. Hein. Je rêve j'ai des designers que je connais, que j'aime beaucoup leur travail. Ils font des grosses installs, c'est génial. J'adorerais faire ça, c'est un rêve. Mais ça veut dire avoir un atelier, une maison atelier au fin fond de je sais pas quoi, parce c'est presque qu'ils travaillent dans un hangar, quoi. Ça demande une façon de vivre que je n'ai pas moi. Et on oublie tout ça, en fait, je pense, des fois. Ça demande aussi d'autres problématiques ou d'autres avantages que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Mais par contre, l'image de eux qui installent une grande installation, elle me fait rêver. Mais je ne sais pas si c'est vraiment mon rêve. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi... Marketing? Oui, je pense. C'est-à-dire, nous, dans nos rêves, les designers... Enfin, je ne fais pas de généralité, mais moi, par exemple, c'était très travailler avec le luxe, faire une grande exposition dans un grand musée. Mais en fait, on oublie que ces rêves-là vont être soumis à des contraintes, à un mode de vie, à une façon de fabriquer avec des gens avec qui tu dois travailler ou même te collaborer. Et souvent, en fait, même ce qu'on est, nos valeurs ne correspondent même pas aux rêves qu'on prétend avoir. Et c'est ça, en fait, la problématique, c'est déjà des rêves qui peuvent correspondre à des moments de sa vie ou d'autres non. Mais de plus en plus, je pense que quand j'essaye de réfléchir à vraiment un rêve qui m'appartient, je pense que oui, je m'y dirige, mais c'est pas très éloigné de ce que je vis, je pense. Ouais, tu vis ton rêve. Tu le fabriques. Ouais, peut-être, je le fabrique, mais il est sûrement très, très simple et peut-être très, très simple dans le sens
c'est pas forcément facile à avoir, mais très simple dans sa définition. Ouais, ça. Ouais. C'est-à-dire créer et vivre de ta création. Exactement, et avoir du temps pour ce qui m'est important, par exemple les premières années de mon enfant, de pouvoir avoir du temps, je sais pas, pour ma mère si elle a besoin de soutien à un moment, oui, de rester en lien avec des gens que j'aime, et aussi voilà, de découvrir des nouvelles choses. Voilà, j'ai travaillé avec le luxe, je travaille dans l'édition, là je travaille avec des IME, c'est encore un nouveau terrain d'exploration, et d'avoir ce temps-là. Mais moi je viens d'une époque où c'était plus tu charrettes, plus tu taffes, mieux c'est, faut jamais dire non. Et c'est un peu déconstruire aussi tout ce schmilblick-là, et de se dire qu'en fait pour bien créer, je pense qu'il faut aussi beaucoup de temps, faut être assez juste. Mais ça m'a mis des années à l'avoir. C'est pour ça que je dis que finalement le rêve, oui voilà, je le travaille petit à petit, mais c'est un rêve voilà qui est le mien, quoi. Bon écoute Julie, c'était super. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton travail justement, et de nous avoir invités dans ton processus créatif. Merci. Je t'en prie, merci à toi, et je te dis à très vite. Oui, à très vite. On va pouvoir libérer le plateau.